Mes chers amis, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'investissement et d'immobilier. Ce sera un guide complet de A à Z pour investir dans l'immobilier. Vous pouvez être un débutant total quand vous commencez à regarder cette vidéo. Après cette vidéo, l'immobilier et l'investissement particulier n'auront plus de secret pour vous. Tout ce que je dis est basé très largement sur le livre que j'ai écrit, L'autoroute vers la richesse immobilière. On va aussi parler de la méthode de l'autoroute, qui est la méthode la plus simple, la plus sûre et la plus efficace d'investir dans l'immobilier. Et on va parler aussi de beaucoup d'autres choses, parce que comme je vous le disais, aujourd'hui, on va prendre notre temps, on va aller dans les détails. Du coup, installez-vous confortablement, prenez un café, prenez un thé, la boisson que vous voulez. Prenez des notes aussi si vous le souhaitez, car on va vraiment donner beaucoup d'informations et vraiment prendre notre temps. Vous savez, certains coachs en ligne, ils vous font payer des milliers et des milliers de francs pour avoir accès à ce genre d'informations, mais aujourd'hui, je vous la donne de façon complètement gratuite. Du coup, comme je vous le disais, on peut séparer l'investissement vers l'immobilier en 6 points clés. D'accord? Durant ces 6 points clés, on va voir pourquoi investir c'est si important. On va aussi parler de pourquoi c'est mieux d'investir dans l'immobilier et surtout comment investir dans l'immobilier. Ok? Alors, on commence depuis le début. Comme je vous le disais, on a 6 éléments qui constituent la méthode de l'autoroute vers l'investissement immobilier. Et le premier point, c'est vraiment la base de cette vidéo et la base de de l'investissement immobilier, c'est investir. Je commence avec quelque chose qui est aussi basique que ça, parce que vous seriez surpris à quel point les gens, des fois, ne comprennent pas l'importance d'investir et oublient l'importance d'investir. Vous, vous gagnez de l'argent d'une façon ou d'une autre, soit vous avez un business, soit vous êtes salarié. D'une façon ou d'une autre, vous gagnez de l'argent, vous recevez de l'argent tous les mois et vous avez 3 options qui s'offrent à vous. L'option numéro un, la pire option, c'est de dépenser tout votre argent. Ok? De cette façon, si vous dépensez tout l'argent que vous gagnez, ou encore pire, si vous dépensez plus d'argent que vous ne gagnez, une chose est certaine, vous n'atteindrez pas la liberté financière, vous ne pourrez jamais vous construire un patrimoine, vous pouvez oublier. Ok? Ça, c'est l'option numéro un. Donc, oubliez cette option, s'il vous plaît. La deuxième option, c'est de, évidemment, dépenser moins d'argent qu'on en gagne, mais c'est aussi d'épargner. Cet excédent qu'on a à la fin du mois, on a l'option de l'épargner et de le mettre à la banque. C'est pas une bonne idée pour beaucoup de raisons. C'est même cliché aujourd'hui d'en parler, vous savez. Dire que épargner, c'est pas une bonne idée et puis que investir, c'est bien mieux, c'est presque devenu un cliché aujourd'hui. Donc, plutôt que de revenir sur ces clichés que vous avez entendus des milliers de fois, je vais plutôt vous raconter une histoire. J'aimerais vous raconter l'histoire de Paul et Catherine. C'est toujours les 2 personnes de référence que je prends à chaque fois quand je fais ces vidéos ou quand je fais du contenu. Paul et Catherine, ce sont 2 personnes qui mettent de côté tous les mois 500 francs. Ok? Alors, je n'ai pas précisé plus tôt, mais étant moi-même suisse, je vais parler en francs. Donc, traduisez ça en euros, en dollars, en ce que vous voulez. Le fait est, c'est que Paul et Catherine, tous les deux, ils mettent de côté 500 francs par mois. La seule différence entre Paul et Catherine, c'est que Paul est un épargnant et Catherine, elle, c'est une investisseuse. Je ne sais même pas si on dit ça, investisseuse, Catherine investisseur, bon, peu importe. Catherine l'investisseuse. On va se concentrer sur Paul d'abord. Paul, il épargne de façon très diligente 500 francs tous les mois sur une période de 35 ans. Vous savez combien il a après 35 ans d'épargne? Paul, il a accumulé 210 000 francs. Ce qui est pas mal, c'est une somme. Et j'aimerais vous montrer une chose. Je vais vous faire un petit graphe ici sur mon bloc-notes. Voilà, T, dollars. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution de la fortune de Paul ou du patrimoine de Paul. D'accord? Paul l'épargnant, son patrimoine, c'est toute l'épargne qu'il fait et ça augmente de façon linéaire, ce qui est logique. D'accord? Et comme on le disait, après 35 ans, il a accumulé 210 000 francs. Voilà, ça c'est Paul. Ok? Euh, c'est écrit UBS sur mon bloc-notes, mais je ne suis pas associé à UBS, c'est pas une vidéo UBS ou quoi que ce soit, d'accord? Ignorez ça. Donc ça c'est l'histoire de Paul. Mais qu'en est-il pour Catherine l'investisseuse? Catherine l'investisseuse, comme je le disais, tout comme Paul, elle met de côté 500 francs par mois. Du coup, point de vue
sacrifice, point de vue effort, c'est la même chose. Mais elle investit cet argent au lieu de l'épargner. Et on va supposer, pour faire simple, qu'elle a un rendement sur cet argent de 6% par an. On ne va pas rentrer dans les détails de comment elle fait ce rendement, dans quoi elle investit. On va dire tout simplement qu'elle fait 6% par an. Ok. Quand je dis que quelqu'un fait un rendement de 6% par an, ça veut dire que si par exemple quelqu'un investit 100 francs, l'année suivante, il aura 106 francs. D'accord. Il aura gagné 6 francs grâce à ses investissements. Et donc Catherine, elle a un rendement de 6% par an sur ses investissements. Et sa fortune, elle va avoir une courbe très différente comparée à celle de Paul. Et elle aura aussi, après 35 ans, un montant qui est très très différent. Parce que Catherine l'investisseuse, après 35 ans d'investissement, elle n'a pas 210 000 francs comme Paul. Catherine l'investisseuse, elle a une fortune de 668 000 francs. 668 000. La différence entre Paul et Catherine, elle est gigantesque. C'est plus de 3 fois plus. Vous vous rendez compte? Pour le même montant mis de côté chaque mois. D'accord? Donc ce n'est pas plus de risques, ce n'est pas plus d'efforts, rien du tout. Et si on fait un graphe, Catherine, elle est en rouge ici. Ok? Ça devient une fonction, ce qu'on appelle exponentielle. Plus le temps passe, d'accord? Plus le temps passe, plus sa fortune augmente de plus en plus rapidement. Alors que Paul, lui, il est toujours dans un schéma linéaire. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'au début, quand Paul et Catherine commencent et que Catherine commence à investir, il n'y a pas beaucoup de différence entre Paul et Catherine. Mais plus le temps passe, plus le fossé ici, il devient absolument gigantesque. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un exemple pratique de pourquoi investir, c'est absolument clé. En plus, comme vous le savez, avec l'épargne aujourd'hui, il y a tellement d'inflation aujourd'hui que l'épargne, à chaque fois que vous épargnez, le pouvoir d'achat de cette épargne il commence à se réduire petit à petit. Aussi le coût de la vie qui est beaucoup plus élevé qui devient de plus en plus élevé. Et comme vous le savez, dans la plupart des pays, si vous prenez votre retraite, même avec 1 million d'euros ou 1 million de francs, si vous restez ici en Europe, vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir tenir très très longtemps. Enfin bref, tout ça pour dire que investir, ça va toujours battre épargner. Je sais, je fais cette vidéo, les gens le savaient déjà il y a 2000 ans. Et dans 2000 ans, il y aura sans doute quelqu'un qui va faire un webinaire comme moi, une vidéo ou quoi que ce soit pour dire à quel point investir, ça bat l'épargne. Voilà, je sais que des fois je me répète, mais c'est important que certains messages passent vraiment bien. Maintenant, on sait qu'investir, c'est super important, mais dans quoi est-ce que j'investis? Parce qu'il y a tellement d'opportunités là-dedans. J'investis dans quoi? J'investis dans de l'or, j'investis dans de la crypto, comme le disent des gourous en ligne. Je fais ce que me dit mon banquier et puis je prends un portefeuille diversifié, j'investis dans un fonds et je ne sais pas très bien ce qu'ils font. J'investis dans quoi? Alors là, je vais te le dire, je fais une petite parenthèse pour parler un petit peu de mon expérience. Ça fait plus de 12 ans que moi, je m'intéresse énormément à tout ce qui est investissement et j'ai touché absolument à tout. J'ai touché aux actions, j'ai touché aux devises, aux métaux précieux, au pétrole, aux cryptos. J'ai tout fait, moi. Dans le terme de l'investissement, j'ai tout fait. J'ai beaucoup perdu. J'ai gagné aussi des fois, mais j'ai aussi beaucoup perdu. J'ai fait absolument toutes les bêtises, absolument toutes les conneries possibles et imaginables quand il s'agit d'investissement. Donc, je te le dis vraiment par expérience que le meilleur investissement que tu puisses faire aujourd'hui, c'est l'immobilier. Alors, pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce que l'immobilier a de si spécial comparé à n'importe quel autre type d'investissement au final? Eh bien, je vais te dire. L'immobilier construit ta fortune sur plusieurs piliers, de plusieurs façons. D'accord? Quand tu investis dans des actions, par exemple, tu construis uniquement ta fortune sur la plus-value. Tu achètes une action Tesla, par exemple, elle devient plus chère, tu as une plus-value. Et c'est tout. Les actions, c'est comme ça que ça marche, c'est uniquement de la plus-value. L'or, c'est la même chose, les cryptos, c'est la même chose. Mais l'immobilier, évidemment, il y a une plus-value, mais tu gagnes beaucoup plus d'autres choses. Déjà, l'immobilier, c'est le seul investissement qui existe. Et là, je pèse mes mots, c'est le seul investissement qui existe qui t'offre un revenu passif sur lequel tu peux compter. C'est le seul investissement qui te permet d'avoir de l'argent, du liquide qui rentre sur ton compte en banque chaque mois régulièrement. D'accord? Les cryptos ne peuvent pas faire ça, les actions ne peuvent pas faire ça, l'or ne peut pas faire ça.
peu importe ce que les gens te disent des fois sur Internet, le seul investissement qui te permet d'avoir un revenu passif, encore une fois, je te le répète, c'est l'immobilier. Ok? Rien que pour cette raison, rien pour le fait que l'immobilier te donne un revenu régulier sur lequel tu peux compter, c'est la raison pour laquelle moi je suis tombé amoureux avec l'immobilier. Donc ça, c'est la première grande raison de pourquoi investir dans l'immobilier, c'est le revenu passif que tu obtiens grâce à l'immobilier. La deuxième grosse raison, je l'ai brièvement mentionné avant, c'est l'appréciation presque continue et presque certaine. Parce que l'immobilier, comme tu le sais, c'est quoi? C'est des immeubles, c'est des appartements, c'est des bureaux, c'est des endroits où on vit au final. Et tu l'as sans doute vu si tu habites dans n'importe quelle grande métropole en Europe, eh bien on est de plus en plus de personnes pour une quantité de logements qui est de plus en plus restreinte, ou en tout cas qui n'évolue pas en même temps avec la même rapidité que la population. Ça veut dire qu'on sera toujours de plus en plus pour un nombre de logements qui, lui, évolue de façon très lente. Donc, de façon mathématique, par offre et demande, le logement, l'immobilier va s'apprécier. Il va prendre de la valeur année après année. Ici en Suisse, par exemple, là où j'habite, on peut très facilement tabler sur du 2% par an. Ça veut dire que tu achètes un immeuble et chaque année, tu vas gagner 2% sur la valeur de cet immeuble. Ça, c'est encore c'est un très gros point fort de l'immobilier comparé à d'autres investissements. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais tu sais, l'immobilier aussi peut baisser, des fois il y a des crises, des fois il y a des corrections. Oui, oui, c'est vrai. Des fois l'immobilier connaît des crises, des fois l'immobilier connaît des corrections. Mais, mais, quand l'immobilier connaît des corrections, oui, ça baisse pendant un petit moment, ça peut même baisser pendant plusieurs années, mais tu peux regarder sur tous les graphiques, ça va récupérer assez rapidement. Si je te fais de nouveau un petit schéma sur mon diagramme ici, sur mon bloc-notes, l'immobilier, ça a tendance à augmenter de cette façon. Ça augmente de façon régulière, après on a une petite baisse et ça remonte. Ça ressemble à ça. Ok? Ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte régulièrement. Ici, peut-être qu'on est en 2008 ou en 1990 ou quand il y a des crises ou ce genre de choses, d'accord? On a une baisse, on a une correction pendant un certain temps et ensuite ça repart de plus belle et en quelques années seulement, on récupère totalement la perte qu'on a eue. Et ça, c'est pour une raison très simple, ça revient justement à ce que je disais avant, c'est que il peut y avoir la pire crise économique qu'on puisse imaginer, il peut y avoir la pire récession qu'on puisse imaginer. De toute façon, on aura besoin de vivre quelque part. De toute façon. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours une très grosse demande d'immobilier. Et la troisième raison pourquoi l'immobilier c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire, c'est que c'est aussi, encore une fois, le seul investissement qui te permet de t'endetter pour y investir. Ça veut dire que quand tu investis dans l'immobilier, tu mets une partie de l'argent de ta propre poche, mais tu vas recevoir une très grosse partie de l'argent de la part de la banque. Tu vas recevoir une hypothèque. Et c'est justement, tu ne peux pas faire ça avec les actions ou l'or ou quoi que ce soit. Enfin, si tu peux le faire, mais c'est vraiment, vraiment pas recommandé. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux t'endetter, utiliser l'argent d'autres personnes pour investir dans l'immobilier. Et ça, c'est très très puissant parce que quand tu achètes un immeuble, imagine tu achètes un immeuble de 3 appartements et tu demandes, pour faire simple, hein, on va dire que l'immeuble il coûte 1 million de francs. Tu dois mettre de ta propre poche 200 000 francs, c'est les fonds propres, et les 800 000 qui restent, tu vas les recevoir de la part de la banque. Ce qui va se passer par la suite, c'est que toi, tu vas rembourser l'hypothèque de la banque, ce qui est normal. Supposons que tu rembourses, on va dire, allez, tu rembourses, ils t'ont prêté, on avait dit quoi? Ils t'ont prêté 800 000 francs et toi, tu dois rembourser 80 000 chaque année. Mais là où c'est très beau, la beauté de l'immobilier, c'est que ces 80 000 francs, tu ne vas pas les rembourser de ta propre poche. Tu vas les rembourser du revenu locatif que tu reçois grâce à ton immeuble. Parce que tu auras forcément des locataires, ils vont te payer un loyer et avec le revenu des loyers, tu vas rembourser l'hypothèque. Et quand tu rembourses l'hypothèque, il faut imaginer ça, ça veut dire qu'une plus grosse partie de l'immeuble t'appartient à toi. Un plus gros pourcentage de l'immeuble t'appartient à toi. Parce qu'au début, on avait dit que tu mets 200 000 francs de fonds propres et 800 000, c'est l'apport de la banque. Ça veut dire que 20% de l'immeuble t'appartient à toi. Tu as 20% de capital ou 20% de fonds propres
pour prendre les termes de la banque, dans l'immeuble. Et quand tu rembourses la première année, quand tu as remboursé 80 000 francs, tes fonds propres sur l'immeuble, c'est maintenant 280 000 francs. Ce qui veut dire que tu as 80 000 francs, tu es plus riche de 80 000 francs et ces 80 000 francs sont tombés du ciel. Ce n'est pas toi qui les as payés, tu ne les as pas payés de ta poche. Ce sont les locataires, grâce aux revenus locatifs, que tu as eu ces 80 000 francs de plus dans ta fortune. Et ça, encore une fois, c'est l'un des super pouvoirs de l'immobilier. Je pourrais parler d'immobilier pendant encore très longtemps, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres avantages, mais je pense que vous avez compris. Je dis vous, tu, hein, mais on se comprend tous ici. Je pense que vous avez compris. L'immobilier, c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire parce que c'est une appréciation stable sur laquelle on peut compter. Ça donne un revenu passif sur lequel on peut compter et aussi ça permet d'investir, de s'endetter pour investir et construire une fortune de façon viable. Donc, on a compris ici que l'immobilier, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Mais encore une fois, ce n'est pas très clair parce qu'on investit quoi dans l'immobilier? Comment est-ce qu'on investit dans l'immobilier? Parce que de l'immobilier, il y a de toutes sortes d'immobilier. Il y a l'immobilier commercial, il y a des bureaux, il y a du Airbnb, il y a de l'industriel, des garages. Vous vous posez peut-être la question, j'investis dans quoi exactement dans l'immobilier? Eh bien, la réponse, c'est l'immobilier résidentiel. On peut imaginer trois grosses catégories d'immobilier. Il y a l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire là où les gens habitent. Il y a l'immobilier commercial, donc là où il y a des magasins ou des bureaux. Et finalement, il y a l'immobilier industriel. Donc on trouvera là des entrepôts par exemple, on trouvera là des usines, des ateliers, ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce que moi je préconise d'investir dans l'immobilier résidentiel, j'allais dire commercial? Pourquoi est-ce que je préconise d'investir dans l'immobilier résidentiel? Encore une fois, je suggère ça parce que c'est la méthode la plus simple, la plus efficace et la plus sûre. Encore une fois, le résidentiel, c'est plus sûr et c'est plus rentable en général que les autres types d'immobilier. Je vais t'expliquer pourquoi. L'immobilier commercial, là où il y a des bureaux, là où il y a des bureaux, des magasins, ce genre de choses, à première vue, ça peut paraître plus intéressant que l'immobilier résidentiel. Très souvent, si tu regardes sur des sites en ligne et que tu compares la rentabilité d'un immeuble résidentiel avec un immeuble commercial, très souvent tu vas te dire, mais attends une seconde, l'immeuble commercial, il est beaucoup plus rentable que l'immeuble résidentiel. Oui, mais très souvent, l'immobilier commercial peut être plus rentable que l'immobilier résidentiel. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièges avec l'immobilier commercial. Déjà, numéro un, en ce qui concerne l'immobilier commercial, il faut plus de fonds propres quand tu veux acheter un immeuble commercial. Ça veut dire que si tu as vu un immeuble commercial qui t'intéresse et que tu veux l'acheter, tu vas te tourner vers la banque et la banque elle va te dire qu'il faut au moins, en général ici en Suisse, c'est 30% de fonds propres. Alors qu'avec l'immobilier résidentiel, c'est 20-25%. Alors qu'avec l'immobilier commercial, ce sera du 30-35%. Donc ça veut dire que tu dois apporter plus d'argent de ta propre poche. Ça, c'est un premier désavantage de l'immobilier commercial. Deuxièmement, l'immobilier commercial, c'est beaucoup plus risqué que l'immobilier résidentiel. Parce que si tu as un appartement, par exemple, si tu me regardes, peut-être à Genève, tu es à Paris, tu es dans une ville francophone, tu me diras aussi que dans ta ville, les appartements, ça part comme ça. Je suis certain que tu me diras qu'un appartement, il est mis en location, il est vide, il est mis en location, et le jour suivant, tu as littéralement des dizaines et des dizaines de personnes qui font la queue pour visiter cet appartement et qui sont désespérées pour le louer. N'est-ce pas? Il y a une demande pour l'immobilier résidentiel qui est juste énorme et qui est intarissable. Donc ça veut dire que le jour où tu investis dans un appartement, par exemple, et qu'il reste vide, tu vas réussir à trouver des nouveaux locataires très très vite. Ok? Et ça, c'est quelque chose que l'immobilier commercial ne peut pas faire. Parce un immeuble commercial, imagine tu investis dans un bureau et que supposons que l'entreprise elle fait faillite ou elle déménage ou peu importe, eh ben, ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps de trouver une entreprise qui veuille bien louer des bureaux. Et moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Je connais des personnes personnellement qui ont investi dans l'immobilier commercial et j'ai vu de mes propres yeux des bureaux ou des surfaces commerciales rester vides pendant quoi? Pendant 18 mois? Pendant 24 mois? 2 longues années où l'immeuble il est vide, sans locataire.
Et pendant ces 2 années, il faut continuer à payer l'hypothèque, il faut continuer à payer les charges, les taxes foncières, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis, l'immobilier résidentiel, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus sûr, et sur le long terme, c'est plus rentable parce qu'il faut moins de fonds propres et parce qu'on trouve toujours des locataires. Ok? L'immobilier industriel, je ne vais pas en parler trop en détail, c'est encore pire que l'immobilier commercial. Pour vous donner une idée, en tout cas ici en Suisse, pour investir dans un immeuble industriel, donc investir dans un entrepôt ou ce genre de choses, les fonds propres, ce n'est pas 20% ou 35%, c'est 50% de fonds propres qu'il faut apporter pour investir dans un entrepôt. Ok? Et c'est les problèmes du commercial multipliés x 10. Parce que aussi, trouver une entreprise qui veuille bien louer un entrepôt ou louer une usine, ça prend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Maintenant, vous savez qu'il faut investir, vous savez qu'il faut investir dans l'immobilier commercial. Maintenant, les grandes questions, ça va plus être dans quoi investir, mais comment y arriver. Comment est-ce que j'investis dans un immeuble commercial? Alors, dans un immeuble résidentiel, pardon, pas commercial. On va parler d'un très très gros piège qu'il faut absolument éviter. C'est un piège, malheureusement, je le vois encore et encore beaucoup de personnes tomber là-dedans. Investissez dans un immeuble qui a au moins 3 appartements. Et là, j'ai vraiment marqué en rouge ici à quel point c'est important. C'est un non négociable. Investissez dans un immeuble qui a au moins 3 appartements. N'investissez pas dans un immeuble qui a seulement 2 appartements. Ou encore pire, n'investissez pas dans un appartement tout seul. Ou investissez pas dans une maison. C'est très très risqué et en général c'est très peu rentable. Alors, je comprends, hein. Moi aussi je suis passé par là aussi il y a quelques années. On veut commencer à investir dans l'immobilier, mais on a des montants limités forcément, on a peu d'expérience et on se dit que on va commencer avec un petit appartement histoire de commencer, de s'échauffer et après on va commencer avec quelque chose de plus gros. Mais non, c'est un très gros piège qu'il faut absolument éviter. Il ne faut jamais investir dans un seul appartement ou dans une maison. Encore une fois, il y a beaucoup de raisons pourquoi il ne faut pas faire ça. Alors, quand tu investis dans un seul appartement, tu es en train de mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu as sans doute déjà entendu ce refrain qui dit qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, quand tu investis dans un seul appartement, c'est exactement ce que tu fais. Tu mets tous tes œufs dans le même panier. Si tu as un seul problème avec cet appartement, si tu as un problème, si tu as un sinistre, si tu as des dégâts, si tu as un locataire qui ne paye plus, si l'appartement il reste vide pour une raison ou pour une autre, tu vas vraiment prendre très cher. Tu vas payer et tu vas payer un très gros prix. Parce que, encore une fois, tu as zéro diversification. Tu dépends uniquement de cet appartement. Ok? Ça, c'est déjà un très gros mauvais point de pourquoi il ne faut pas investir dans un seul appartement. Deuxièmement, investir dans un seul appartement, c'est en général peu rentable. Pourquoi? Parce qu'un seul appartement, c'est à la portée de beaucoup de monde. Il y a beaucoup, beaucoup plus de concurrence pour investir dans un seul appartement. Parce que tu seras en concurrence non seulement avec beaucoup de petits investisseurs, mais tu seras aussi en concurrence pour acheter l'appartement avec d'autres personnes qui veulent acheter l'appartement pour y vivre. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura beaucoup, beaucoup plus de concurrence pour acheter cet appartement. Et qui dit plus de concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix, forcément, ils seront plus élevés. S'il y a plus de monde qui sera intéressé sur un seul appartement, ça veut dire qu'ils vont faire des offres et le prix de l'appartement, très probablement, il sera plus élevé. Et si le prix il est plus élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton rendement sur fonds propres, il sera plus faible aussi. Donc ça, c'est un autre très gros problème d'investir dans un seul appartement. C'est risqué et peu rentable. Du coup, la solution pour faire ça, c'est d'investir dans un immeuble qui a au moins 3 appartements. 3 appartements, c'est non négociable, c'est le strict minimum. Alors, je sais ce que vous vous dites, parce que chaque fois que je dis ça à d'autres personnes, à des clients ou à qui que ce soit, on me dit toujours la même chose. On me dit oui, mais tu sais, Daniel, moi, j'ai pas les moyens d'investir dans un immeuble. J'ai pas les moyens d'investir dans un immeuble de 3 appartements ou d'investir dans un immeuble de 10 appartements, comme tu le dis, ou quoi que ce soit. Oui, j'ai bien compris. C'est aussi quelque chose à laquelle moi, j'ai dû faire face quand j'étais au tout début de ma carrière d'investisseur. Mais j'ai des bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'il existe aujourd'hui beaucoup de plateformes qui vous permettent d'investir de petits montants dans des immeubles locatifs avec plusieurs appartements. Il est possible aujourd'hui d'investir par exemple 30 000, 40 000, 50 000 francs avec d'autres investisseurs
pour acheter un immeuble qui a peut-être 10 appartements. Ok? De cette façon, vous pouvez investir de petits montants avec les avantages qu'apporte un gros immeuble, à savoir que c'est en général beaucoup plus rentable, et deuxièmement que c'est beaucoup plus sûr. Parce qu'encore une fois, si tu as un appartement, un immeuble avec 10 appartements et que l'un d'entre eux est vide, c'est pas si grave, parce qu'il reste encore 9 appartements pour couvrir les frais. Donc grâce à ces plateformes de financement participatif ou de crowdfunding en anglais, vous pouvez investir de petits montants dans des gros immeubles. D'ailleurs, moi-même, j'ai développé une plateforme comme ça s'appelle terris.ch, qui vous permet justement d'investir de petits montants dans des immeubles de minimum 3 appartements. Chaque fois que nous, on met un immeuble ou une opportunité sur notre plateforme, il faut qu'il y ait minimum 3 appartements. Ça, c'est un non négociable. Cela étant dit, un autre piège qu'il faut éviter dans l'investissement immobilier, c'est d'investir dans des ruines. C'est d'investir dans quelque chose qui est vieux et usé. Ce qui me mène au quatrième élément qui constitue la méthode de l'autoroute, c'est investir dans un immeuble qui est en bon état. Encore une fois, j'ai vu beaucoup de personnes faire cette erreur. C'est de là que viennent beaucoup d'histoires d'horreur. Parce que vous savez, chaque fois, dites autour de vous, faites l'expérience, dites autour de vous que vous voulez investir dans l'immobilier. Essayez ça et je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont venir et qui vont vous raconter des histoires d'horreur d'investissement immobilier. Ils vont vous dire oui, ne le fais pas du tout parce que moi j'ai investi dans l'immobilier et puis tout mon argent est parti dans des réparations. Oui, ne fais pas ça du tout parce que moi j'ai investi dans l'immobilier et j'ai eu un locataire qui ne voulait plus payer et j'ai pas pu m'en débarrasser, etc. etc. Ok? Si vous suivez la méthode de l'autoroute et si vous suivez ces 6 éléments, vous ne serez pas exposé à ces histoires d'horreur. Ok? Et justement, ce que je dis ici, investir dans un immeuble en bon état, c'est un point très très important pour éviter des problèmes et éviter les histoires d'horreur. Parce qu'encore une fois, moi je sais qu'on commence avec un capital limité, on veut chercher des bonnes opportunités et très souvent quand on regarde sur les sites, sur les petites annonces ou sur les sites d'annonces immobilières, on voit des immeubles qui sont plutôt jeunes, hein, des immeubles qui ont peut-être 50, 60 ou plus, hein, même on peut trouver des immeubles qui ont 100 ans. Et quand on regarde de façon superficielle, on se dit, mais tiens, c'est un immeuble vraiment pas cher. C'est un immeuble très très rentable. C'est beaucoup plus rentable d'investir dans un immeuble qui est un petit peu vieux qu'investir dans un immeuble qui est tout neuf. Oui, c'est vrai. Quand on regarde sur le papier, ça a l'air plus rentable. C'est parce que le prix il est moins élevé. C'est pour ça que c'est plus rentable. Mais vous savez, si le prix d'un vieil immeuble il est moins élevé, c'est qu'il y a une raison. C'est pas le hasard ou c'est pas par philanthropisme. Ok? Je vais vous raconter une autre histoire. C'était il y a 5 ans peut-être. J'avais vu un immeuble de rendement de 6 appartements qui avait l'air super intéressant dans ma ville d'origine. Ça avait l'air vraiment d'être l'affaire du siècle. Moi, j'ai regardé cet immeuble, je me suis dit, tiens, il est à un prix super abordable. C'est vraiment intéressant le prix pour lequel ils veulent le vendre. Et j'avais discuté déjà avec les propriétaires quelques fois et j'avais même fait une offre qui était 15% moins chère que le prix qu'ils avaient annoncé. Juste pour vous donner une idée à quel point je pensais faire une bonne affaire. Parce que j'avais eu non seulement un prix qui était bas dès le début, mais j'avais réussi à avoir une réduction de 15%. Alors, quand je suis allé voir l'immeuble et quand j'ai vraiment regardé les comptes de l'immeuble, à savoir combien l'immeuble avait apporté à ses propriétaires, j'ai très vite déchanté. Et je suis passé tout d'un coup d'être le gars le plus heureux du monde qui pensait avoir touché le jackpot à tout d'un coup être vraiment le moral dans les chaussettes et à devoir tout recommencer. Parce que j'ai remarqué très vite que cet immeuble, tout l'argent que les propriétaires gagnaient avec cet immeuble, presque tout le revenu locatif partait dans des réparations. Un mois peut-être, ils devaient payer 6 000 balles pour remplacer tous les robinets. Le mois suivant, il fallait remplacer 2 fenêtres. Le mois suivant, il fallait remplacer le parquet d'une des chambres à coucher. Le mois suivant, il fallait changer une partie de la toiture. Le mois suivant, c'était la porte du garage qui avait cassé. Enfin bref, vous avez compris, tous les mois, il y avait des réparations à faire. Et ces réparations qui grignotaient sans cesse le profit de cet immeuble. Du coup, j'avais remarqué que ces propriétaires-là, ils avaient gardé l'immeuble pendant, je crois, 25 ans. Durant ces 25 ans, ils avaient presque eu aucun bénéfice avec cet immeuble. Tout partait dans des réparations.
C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, investissez dans un immeuble qui est en bon état. D'accord? Un immeuble qui a été rénové, on va dire, dans les 10 dernières années ou qui a été construit, ça c'est encore mieux, qui a été construit lors des 10 dernières années. Parce que quand vous achetez un immeuble qui est tout neuf, vous n'aurez pas à vous inquiéter des réparations ou de la maintenance ou quoi que ce soit pendant très longtemps. Vous savez, un immeuble, c'est très durable. Du coup, si vous achetez un immeuble qui a 5 ans, je peux vous assurer que pendant les 10 prochaines années, minimum, vous n'aurez absolument aucun souci. Peut-être de petites réparations à droite à gauche qui compteront que quelques francs, mais vraiment rien du tout. D'accord? Donc, encore une fois, investissez dans des immeubles qui sont en bon état. Et finalement, qui n'est pas des moindres, le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est investir dans un bon lieu. Vous avez sans doute entendu dire dans des livres d'investissement immobilier ou dans des blogs d'investissement immobilier que le plus important quand on investit dans l'immobilier, c'est le lieu et le lieu. Alors, moi aussi, je l'ai entendu au tout début de ma carrière d'investisseur. C'est pas une phrase qui est complètement juste, mais elle n'est pas complètement fausse non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le lieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On achète un immeuble, si le lieu il est mauvais, on ne pourra rien faire pour l'améliorer, ce lieu. C'est pas possible. Ok? Je vais vous raconter encore une histoire personnelle d'un immeuble que j'ai visité moi-même. C'était un immeuble, si je me souviens bien, c'était encore une fois il y a 6 années en arrière, c'était un immeuble qui avait 15 appartements. Donc on parle vraiment d'un immeuble conséquent. Il y avait 15 appartements dans cet immeuble. Encore une fois, il se vendait à un prix qui semblait très très attractif et j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. J'ai contacté le propriétaire et on a convenu d'une visite. Et dès que je me suis approché de l'immeuble, j'ai commencé à avoir un peu un mauvais pressentiment. Pourquoi? Parce que je voyais que tout simplement l'immeuble, il était dans un lieu qui était pourri. Il n'y avait pas d'autre mot pour le décrire. C'était loin, très très loin, c'était dans un endroit très isolé de la ville. Il n'y avait presque pas de bus, presque pas de transport en commun. Il n'y avait aucune école à proximité. C'était moche, c'était mal fréquenté. Bref, c'était un mauvais endroit. Donc, je suis arrivé dans cet immeuble, j'ai commencé à visiter l'immeuble et là, j'étais complètement effaré. Même ce mot-là, il n'est pas assez puissant pour vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais complètement choqué de voir l'état de l'immeuble parce qu'il était dans un mauvais lieu. La moitié des appartements étaient vides. Okay, la moitié des appartements étaient totalement vides. La plupart d'entre eux, ils ont été vidés. Ils ont dû foutre dehors les locataires parce qu'ils ne payaient plus. Et l'autre moitié des appartements, c'était rempli avec des locataires qui n'étaient pas contents ou des locataires qui ne payaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le peu de locataires qui payaient, donc le peu de locataires qui faisaient vivre cet immeuble, ils étaient vraiment pas contents d'être là et ils essayaient de partir le plus vite possible. Donc, investir dans un bon lieu, c'est s'assurer d'avoir des bons locataires. Parce que quand on investit dans un mauvais lieu, comme vous le savez, on aura plus tendance à avoir des problèmes, on aura plus tendance à attirer des locataires conflictuels qui ne payent pas ou qui prennent pas bien soin des appartements. Et aussi, dans un bon lieu, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut investir dans une ville qui est intéressante d'un point de vue immobilier. Qu'est-ce que j'entends par une ville qui est intéressante? C'est quoi une ville intéressante quand on parle d'investissement immobilier? Alors, je dirais qu'il y a deux caractéristiques qui font qu'une ville est intéressante. C'est une ville dont la population augmente, numéro un, parce qu'il y a beaucoup de villes, comme vous le savez, dont la population baisse parce que c'est des anciennes villes industrielles, c'est des villes où il y a peu de débouchés ou quoi que ce soit. Et si la population baisse, qu'est-ce que va faire le prix de l'immobilier? Va diminuer. Et en plus, vous aurez beaucoup plus de mal à trouver des locataires. Du coup, il faut absolument investir dans une ville où la population augmente. Et deuxièmement, dans cette ville, il faut investir dans un quartier où il y fait bon vivre. Un quartier où il y a des commerces à proximité, il y a des écoles, c'est beau, il y a des parcs, c'est bien desservi. Vous avez compris, un endroit où il y fait bon vivre et un endroit où les gens veulent venir s'installer. Ça, ce sont les deux choses qui font que ce soit un bon lieu et une bonne ville dans laquelle investir. Donc voilà mes amis, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la question. Ça, c'était la méthode de l'autoroute. Je vous le répète encore une fois, c'est investir dans l'immobilier, dans des immeubles d'au moins 3 appartements, dans des bons lieux, en bon état et surtout d'investir dans l'immobilier résidentiel.
là où les gens habitent. Je vous invite par la même occasion à jeter un œil à mon livre, L'autoroute vers la richesse immobilière. Vous trouverez sans doute le lien vers ce livre dans la description. Il est disponible sur Amazon en format e-book et en format livre papier, comme vous le voyez ici. C'est un petit livre qui se lit assez rapidement, donc je vais vraiment au vif du sujet dans ce livre. Et aussi, je vous invite à jeter un œil à ma plateforme, ça s'appelle terris.ch, pour investir des petits montants dans des immeubles et dans des opportunités immobilières. Tout cela étant dit, j'aimerais quand même prendre le temps d'élaborer sur 2 points bonus. Très rapidement, maintenant que j'en parle, vous savez, on dit que l'appétit vient en mangeant. Donc, à mesure où j'étais en train de parler pour faire cette vidéo, il y a 2 points bonus qui me sont venus en tête, qui sont parallèles à l'investissement immobilier. Ça n'a pas exactement à voir avec l'investissement immobilier, mais c'est proche. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de dépenser plus d'argent qu'on en gagne. Je l'ai dit un peu au début, mais si vous gagnez plus d'argent, si vous dépensez plus d'argent que vous n'en gagnez, une chose est certaine, vous n'allez jamais pouvoir vous construire une fortune durable. C'est pas possible. Mais là, j'aimerais parler de pourquoi tellement de personnes dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Comment est-ce qu'on peut faire pour dépenser moins et vivre en dessous de ses moyens? Alors moi, j'ai remarqué qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles les gens dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. La première raison, ou la première chose qu'ils font, qui fait en sorte qu'ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent, c'est acheter des voitures neuves. Ça a l'air bête dit comme ça, mais je peux vous assurer que acheter une voiture neuve, c'est l'une des meilleures façons de vous assurer que vous n'aurez pas de liberté financière. Pourquoi? Parce que quand vous achetez une voiture neuve, vous vous endettez beaucoup même avec un leasing pour acheter un bien dont la valeur diminue. Vous achetez une Mercedes par exemple, dès qu'elle sort du garage, si je me souviens bien, dès que vous la sortez du garage où vous l'avez achetée, dès que vous la sortez du garage du concessionnaire, elle a perdu 15% de sa valeur. Vous vous rendez compte? 15% que vous avez perdu en vous endettant. Donc non seulement vous êtes endetté pour une perte, donc vous avez une perte financière, mais en plus vous allez devoir payer des intérêts pour cette perte. Vous vous rendez compte? C'est comme si on mangeait quelque chose qui vous affame, c'est comme si vous mangez une nourriture qui vous donne faim et qui en plus vous fait donner du gras, vous donne du gras au bide. Vous voyez ce que je veux dire? Vous perdez sur tous les tableaux avec les voitures neuves. Donc, de mon expérience, si vous n'êtes pas encore exactement là où vous voulez d'un point de vue financier, si vous n'avez pas encore atteint la liberté financière et c'est quelque chose que vous voulez faire, évitez les voitures neuves. Plutôt déportez-vous sur les voitures d'occasion. C'est quelque chose que moi j'ai remarqué marche très bien. Vous pouvez trouver des voitures qui ont 3-4 ans seulement, qui ont peut-être 40 000, 50 000 km, donc elles sont en très très bon état pour un prix qui est beaucoup beaucoup plus attractif. Ça, c'est une des façons desquelles les personnes, une des choses qui font que les gens dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Une deuxième chose, c'est quelque chose que personnellement ça m'énerve chaque fois que je vois des jeunes faire ça, ce sont les marques de luxe. Hein, on ne va pas dire des noms, en fait si, on va dire des noms. Hein, vous savez, Louis Vuitton, Gucci, Prada, etc., etc. La liste continue. Ça, c'est l'une des pires choses que vous pouvez faire aussi d'un point de vue financier. Pourquoi? Pour une raison assez similaire en ce qui concerne les voitures. Très souvent, les gens qui achètent du luxe, ils s'endettent pour acheter du luxe avec leur carte de crédit et c'est même pas de la bonne qualité. Je veux dire, un sac Louis Vuitton qui coûte 2500 balles, vous savez combien ça coûte Louis Vuitton de produire ce sac? Ça coûte même pas 150 francs de produire ce sac. Ça veut dire que tout cet argent, vous avez littéralement dépensé des milliers de francs de votre propre poche juste pour du marketing, juste parce que c'est écrit élevé dessus. Ça n'a absolument aucun sens. Et si au moins les marques de luxe c'était de la qualité, je ne dis pas si par exemple un sac Louis Vuitton c'était un sac absolument waouh, la qualité elle est vraiment, c'est quelque chose d'absolument impensable la qualité, mais c'est même pas le cas. Très souvent, comme je vous le disais, ces marques de luxe, la qualité est absolument horrible. Pour 150 francs, vous imaginez bien que de coûts de production, les sacs Louis Vuitton, ils ne peuvent pas être de bonne qualité. D'accord, c'est médiocre dans le meilleur des cas. Donc voilà, j'ai remarqué aussi que les marques de luxe, c'est très souvent acheté par les jeunes, des jeunes qui ont moins de 25 ans, parce qu'ils veulent se prouver, ils veulent prouver
aux autres personnes autour d'eux qui ont du succès. Mais vraiment, les gars, on va pas se mentir, les marques de luxe, c'est très souvent acheté par des personnes qui sont pauvres pour faire croire aux autres personnes qui sont pauvres qu'ils sont riches. C'est marrant, n'est-ce pas? Je trouve ça assez cynique et assez ironique. Donc ça, c'est l'une des plus grosses raisons pour lesquelles les gens dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Et la troisième raison, j'ai observé que c'est d'acheter sa propre maison avant d'investir. Je sais que c'est un sujet sensible ce que je vais dire ici parce que c'est le rêve de beaucoup, beaucoup de personnes d'un jour pouvoir acheter une maison. Mais laissez-moi vous dire une chose, acheter une maison, c'est encore une fois quelque chose qui va solidement vous ancrer dans la dette et solidement vous ancrer dans la course qui ne s'arrête jamais, dans cette course de toujours travailler, travailler, travailler pour devoir payer ses dettes et devoir payer ses factures. Si vous achetez votre maison avant d'investir, encore une fois, il sera très difficile d'avoir un jour accès à la liberté financière. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que acheter une maison avant d'investir, ce n'est vraiment pas la meilleure idée qui existe? Déjà, quand vous achetez une maison pour y vivre, vous allez vous endetter. Plus tôt, il y a quelques minutes, je vous disais à quel point c'est génial parce que l'immobilier, vous pouvez vous endetter pour gagner de l'argent. Là, vous vous endettez pour les mauvaises raisons. Vous allez avoir une dette gigantesque de plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs centaines de milliers de francs que vous allez devoir payer sur des années et des années. D'accord? En plus de cela, c'est un coût d'opportunité gigantesque. Parce que quand vous achetez votre maison, forcément, vous allez devoir mettre des fonds propres. Vous allez devoir mettre de l'argent dans votre propre poche. La banque ne va pas financer de 100%. Et aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, les maisons, les appartements, ils coûtent tellement cher. Ça coûte tellement cher que même ces fonds propres, c'est presque systématiquement plusieurs centaines de milliers de francs. Ici en Suisse, acheter un appartement pour moins d'1 million dans les grandes villes, à Genève, Zurich, Lausanne ou Bâle, c'est minimum 1 million de francs. Ça veut dire qu'il faut mettre 200 000 balles sur la table pour pouvoir acheter son appartement ou acheter sa maison. 200 000 francs qui ne seront plus disponibles pour investir. C'est ça le problème. Ces 200 000 francs, vous auriez pu investir avec une plateforme de financement participatif, commencer à avoir des revenus passifs qui rentrent, commencer à construire votre fortune. Mais non, vous avez utilisé 200 000 francs pour vous endetter. C'est pour ça que acheter sa maison ou acheter son appartement avant d'avoir la liberté financière, c'est un pari perdant à chaque fois. Alors, beaucoup de personnes, quand je dis ça, encore une fois, beaucoup de personnes me disent oui, mais de toute façon, on doit payer un loyer. Donc, autant que si on paye un loyer, c'est mieux que si on est propriétaire soi-même et puis ensuite pouvoir récupérer l'argent le jour où on vend. Oui, oui, c'est vrai. Il faut payer un loyer. Quand on est locataire, il faut payer un loyer et ça peut être très cher aussi. Mais vous savez, quand on paye un loyer, on ne doit pas apporter de fonds propres, numéro un, ça c'est la première chose. On ne doit pas payer de taxes foncières, on ne doit pas payer la maintenance, on ne doit pas payer les réparations, etc., etc. Et surtout, c'est un gros point, on n'est pas non plus exposé à la fluctuation des taux d'intérêt qui peut vous ruiner. Littéralement, il y a des milliers de personnes chaque année qui sont ruinées parce qu'ils ont acheté une maison, ils ont perdu leur emploi ou ils gagnent moins d'argent qu'avant et en même temps, le taux d'intérêt a augmenté. Mais tout simplement, ils ne peuvent plus rembourser la mensualité. Donc voilà mes amis, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous, c'est 2 points bonus qui en fait étaient 1,5 points parce que c'était les 3 raisons pour lesquelles les gens dépensent plus d'argent et pourquoi il faut éviter d'acheter une maison avant qu'on soit même libre financièrement. Donc tout ça pour vous dire, investissez dans l'immobilier, allez à fond dans l'immobilier, construisez-vous un revenu passif sur lequel vous pouvez compter et un jour, avec un peu de chance et un peu de détermination, vous aurez assez de revenus qui rentrent dans votre poche grâce à vos investissements immobiliers pour prendre la retraite et vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici mes amis. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément pour le référencement et que d'autres personnes puissent voir ce message et voir cette vidéo. Allez, je vous reparle très bientôt mes amis.